Salut les Nippers, c'est Alexandre Luno. Je vais vous faire une vidéo d'une session que j'ai jouée sur Full Tilt en 2-4 et 3-6 short-handed. Donc j'ai pas vraiment de read sur les joueurs, j'ai lancé la session tout de suite. Ça fait aussi très longtemps que j'ai pas joué en 2-4, 3-6, j'ai pas du tout idée du niveau de jeu aujourd'hui à l'heure actuelle des joueurs. Mais je pense que ça va être intéressant car je vais essayer je vais bien sûr parler de tous les coups que je vais pouvoir voir, mais aussi de donner mon avis sur le niveau de jeu des régulars que je vais pouvoir voir et comment ils jouent. Et peut-être si vous jouez à ces limites-là, vous avez peut-être le même genre, vous pouvez avoir des ligues qui eux pourront avoir, donc ça, je vais essayer de détailler pas mal de jeux des régulars que je vais voir à ces limites-là. Donc je lance la vidéo. Là j'ai lancé Valet 6 off sur la table en bas à gauche. Juste, je stop pour précision pour parler des tables. La table en haut à gauche sera la table 1, la table en haut à droite la table 2, en bas à gauche 3, en bas à droite table 4. Donc sur la table 3, j'ai lancé Valet 6 off. Sans information, c'est assez close de relancer ou non. Si on a des très bons joueurs dans les blindes, je vais pas relancer cette main-là, c'est vraiment marginal. Mais là, il me semble que Tiendon était un mauvais joueur. Quoi qu'en fait, j'ai que deux mains. Parce que je crois qu'au moment où j'ai fait la vidéo, il était pas encore, il a gagné un pot juste avant en fait, et il n'était pas full stack. Il arrivait avec un stack pas à 100 blindes, donc je suis parti du principe que c'était pas un très bon joueur. Donc à partir de là, je vais open beaucoup de mains au bouton pour jouer beaucoup de pots avec le mauvais joueur en position. Donc là je me retrouve multi-way en ayant complètement raté le flop, mais c'est un board assez dry. Donc je pense que ça va être profitable de ces bêtes, même si on est multi-way, on n'a aucune equity. Euh, Globalement, pour bluff, sa range de call, évidemment, il ne va pas lui faire passer un as, mais il y a pas mal de mains comme des rois dames, roi valet, dame valet, valet 18, ou même une range beaucoup plus large si il sait que Tiendon est un mauvais joueur qui va passer tout de suite. Et après, quand ça va venir à Tiendon, donc je pars du principe un mauvais joueur, il va jouer très fit or fold. Et donc je pourrais prendre le pot assez souvent. Si on avait inversé les positions et on avait mis bluff à la place de Tiendon et Tiendon en petite blinde, ça aurait été moins profitable, même si je l'aurais quand même fait. Mais tout simplement parce que l'action finissant sur le bon joueur, bluff qui est un régular, il pourrait faire des moves beaucoup plus souvent et me playback, sachant que je vais save 100% du temps ce flop là. Mais là, avec le mauvais joueur qui termine l'action, c'est vraiment très profitable de ces bêtes. Donc sur ce board, ça a peu d'importance au final, parce que dans tous les cas, c'est très profitable de ces bêtes. Mais je détaille le raisonnement, car sur d'autres boards, dans d'autres spots, ça peut être intéressant de se demander qui termine l'action quand on va ces bêtes dans un pot multi-way. Euh, donc ouais, vous pouvez voir la table 1 et une table avec Ante, et la table 4 et une 3-6. J'ai pas vraiment sélectionné particulièrement, j'ai pris les premières tables sur lesquelles il y avait de la place. Donc bien sûr les ajustements avec les tables avec Ante, on va jouer plus loose, le vol de blinde est bien plus profitable. Donc sur la table 1 avec 4 et 3 suités, c'est un open automatique quels que soient les joueurs, c'est juste une main qui a... Elle a pas vraiment une value, si on regarde l'equity de la main, c'est une main qui est dominée par toutes les autres mains, mais c'est une main qui est extrêmement profitable à jouer contre des régulars, car c'est une main qui va permettre souvent de semi-bluffer énormément et donc de jouer très agressivement et de multi-barrel beaucoup. Euh, et généralement quand on joue contre des régulars, les joueurs savent faire des folds, donc c'est assez profitable d'avoir des mains avec lesquelles on peut semi-bluffer. Sur la table 3, j'ai été call au flop, j'abandonne. Sans read particulier, je vais quasiment jamais multi-barrel ce board avec rien. Les seules raisons qui pourraient me faire multi-barrel, c'est si j'obtiens un petit peu d'equity la turn avec un flush draw, ou si j'ai beaucoup d'historique avec un joueur, j'ai envie de lui montrer aussi que je suis capable des fois de 3 barrels avec air ce genre de board, mais ça sera très rare et sans historique, le mieux est juste d'abandonner le coup. Donc fold évidemment la river. Sur la table 4, j'ai paire de 6, donc évidemment on va défendre. Le flop est très mauvais pour ma main. Même si la range d'open du bouton est, mettons, à 100% un-two, je vois quelques joueurs des fois ici check call par exemple avec leur paire. C'est juste extrêmement mauvais sur un board comme ça. Même si on met une range adverse qui ouvre 100% de ses boutons, si on met l'equity de sa main d'une range de 100% sur ce board là, on n'est même pas très bien contre une range Unito qui s'ébête 100%. Et surtout, c'est un board où il y aura beaucoup de semi-bluff. L'adversaire va souvent second barrel. Et même tous ces semi-bluffs ont tellement d'equity contre ma main que vaut mieux juste fold des flops. C'est juste injouable de call avec paire de 6. Sur la table 3, j'open valet 5 suité du cutoff. Donc c'est un open assez loose. Mais euh, si vous avez un joueur qui est à votre gauche qui n'est pas un très bon joueur, qui vous agresse pas énormément, vous pouvez open vraiment light du cutoff.
Encore plus si vous avez des mauvais joueurs dans les blindes. Dans ce cas-là, si, mettons, vous avez je pense, un schéma pas mal à retenir. Si, quand le schéma idéal, c'est si, mettons, dans les blindes, on a un mauvais joueur et quand on est au cut-off et le bouton est un joueur passif, vous pouvez quasiment open la même range au bouton et au cut-off, quasiment toute votre range. Ça restera très profitable. Sur la table en haut à droite, je vois plusieurs limps. Donc apparemment la table a l'air assez sympa en haut à droite avec deux joueurs qui sont pas full stack. J'étais assez étonné, donc ça fait très longtemps que j'avais pas vu ces tables, mais apparemment les tables restent vraiment très profitables même sur full tilt. On trouve beaucoup de mauvais joueurs sur les tables. Je pensais qu'en 2-4 aujourd'hui ça se faisait rare, mais on peut avoir plusieurs mauvais joueurs à une table. En haut à gauche j'ai isolé, il y a un joueur qui vient d'arriver, Golf Ball, j'imagine que c'est un mauvais joueur, il a posté sa blinde, donc j'isole avec 7 et 5. En soi, c'est assez marginal, hein, parce que je jouais 7 et 5. Mais bon, comme la range de Golf Balls sur table 1 est à peu près Onitu, je pense que ça reste profitable. Il y a des antés, je vais voler les blindes assez souvent. Et prendre le pot assez souvent avec, avec un c-bet. J'ai aussi remarqué que la plupart des régulars à ces limites-là, généralement, si vous jouez des régulars, ils jouent beaucoup, beaucoup, beaucoup de tables. Et ça, je pense que ça change pas mal par rapport à l'action que je peux avoir moi, par exemple, sur mes tables high stake quand je joue. À ces limites-là, on peut se servir de ça et un peu utiliser les timings des joueurs, quoi. Des joueurs qui vont vous insta-raise alors ils sont en train de jouer 18 tables. Je pense que il y a vraiment des spots où l'adversaire a besoin de tanker pour faire des moves et avoir les joueurs qui vont raise trop vite ou faire des moves trop vite, ça peut vous donner des informations. Sur table 2, Karpovski qui isole les joueurs très très gros, donc pas vraiment suivre avec Valet 9, le pauvre est énorme. Par exemple, Han Young-byun, le joueur qui est sur 3 de mes tables, le coréen qu'on peut voir par exemple table 1 qui est juste tout en haut, Han Young-byun, je crois que j'avais regardé au moment de la vidéo, mais il multitablait, mais c'était complètement fou quoi. Toutes les tables de la 2-4 et de la 3-6, enfin, je veux dire, quand on joue autant de tables. Waouh, je viens de voir que j'ai foldé dame roi sur la table 3. En même temps, c'est vrai que j'ai pas encore d'infos sur le joueur, mais ça me semble assez tight. Sur la table 4, je sais bête, c'est un bon board dry assez bête. Je me fais check raise. Pas grand chose que je puisse faire. J'ai pas d'historique avec les joueurs. Je m'attends pas à des moves très créatifs, très avancés des joueurs. Euh, les gens jouent assez. Les régulars, je pense qu'un régular de 3-6 va jouer assez straightforward sur ce genre de board et va pas trop check raise, bluff énormément sur un board rainbow. J'ai foldé dame set off sur la table 3 du cutoff. Je pense que j'aurais dû open. Tant que bluff n'abuse pas trop. Sur la table 2, on a un spot intéressant. On a G Vegas qui est apparemment un mauvais joueur qui a limpé sur la main d'avant et qui a pas un full stack. Yams qui a l'air d'être un régular l'isole en faisant un petit 3 bet. Donc là, c'est un spot en fait. Avec cette main là, je pense que c'est pas profitable de 4 bêtes. Parce que je vais m'isoler avec le bon joueur. Enfin, le régular descend. Je vais sortir le fiche du coup. Et je monte beaucoup de force en faisant ça. Généralement, les spots où les joueurs vont. Quand un joueur 3 bet un mauvais joueur, je sais que Yams peut pas faire ça avec une mauvaise main. Il a toujours une main parce qu'il s'attend à ce que J Vegas ne fold jamais. Donc je sais que sa range est solide et il sait que je sais ça. Donc si je le 4 bet, ma range va passer pour une range extrêmement forte. Ça serait un bon bluff à faire de 4 bet ici avec As de off et de faire un petit 4 bet car je pense que je peux lui faire folder une paire de valets sans problème. Voire peut-être même As roi. Mais donc avec ma main une paire de dames, je suis pas tellement. Si je fais folder en 4 bettant ici As roi et paire de valet, j'ai pas vraiment d'intérêt à 4 bet avec ma paire de dames ici. Donc je pense que le plus profitable c'est de garder le mauvais joueur dans le coup, donc je vais overcall.
Donc le shove derrière d'un autre joueur qui semblait assez faible, évidemment, c'est un call avec tout l'argent au milieu, et sans info sur un joueur, plus il shove que 250, et même si ça montre un peu de force, j'ai pas donné du crédit à un joueur qui a limpé sa première main qui est pas full stack. Donc il nous montre qu'il a fait un peu n'importe quoi. Paire de 5, je vois pas trop la raison de faire ça. Bah au moins il avait une bonne lecture du paquet, je peux pas le critiquer. Sur la table 1, on peut voir qu'on est deep. C'est une table avec hanté où je me suis cavé à 200 BB. Donc du coup là, ce qui va affecter le sizing de mon 3 bet. En général en pause, je vous conseille, et c'est ce que je fais à 100 blindes en position, je 3 bet. Si l'open est à 3 blindes, je 3 bet à 9 blindes. Pas besoin de faire des gros sizing car les gens vont rarement vous call. Et vous avez l'avantage de la position. Mais avec de la profondeur, étant donné que le joueur va call énormément de sa range, va setminer toutes ses paires, on a intérêt à faire plus gros. Donc vous voyez que je fais 44, qui est très gros. Alors que sur une table à 100 blindes en pause, j'aurais fait 36. Mais là, c'est une table avec des hantés au milieu. Sur la table 2, tout assez standard, je sais bet un dry board contre le mauvais joueur, j'avais open du cutoff à suite, je me fais check raise. Très très fort. Ce qui lui coupe ses bluffs de sa range. Donc on peut folder facilement. Un board très drawy sur la table 1. Donc je sais bet, il call. Ce qui est important dans cette main, je pense avoir, c'est d'essayer de calculer quand vous êtes deep, d'avoir un sizing. Il faut réfléchir au sizing pour l'ensemble de sa range en fait, dans la plupart des spots, mais spécialement dans les pots 3 bêtes. Avoir un sizing qui vous permet, quand vous bluffez, que ça vous coûte le moins cher possible, sans que ça donne trop des codes complètement folles à l'adversaire, mais qui vous permet aussi, par exemple, là, dans ce cas-là, de stack off sur 3 streets sans avoir à overbet shove la river. Par exemple, là, j'ai c-bet, je sais plus combien, enfin, un sizing assez standard, j'imagine que j'ai 3 bêtes à 44, j'ai dû c-bet vers dans les 52. Là, mon second barrel, si je veux être capable de shove river, ça devrait tourner aux alentours de 140 quelque chose, je pense. 144, 148. C'est important pour ne pas arriver à la river et sans avoir réfléchi à ça et se rendre compte qu'on peut pas mettre tout l'argent au milieu. Ça fait une grosse différence à l'arrivée si vous réfléchissez à ça, à toujours calculer, surtout à partir de la turn. À la limite le flop, c'est dur de calculer sur 3 streets, mais quand vous êtes à la turn, réfléchissez à combien vous allez miser turn pour que ça vous coûte le moins cher possible dans le cas où vous bluffez et que ça vous permette de stack off l'adversaire quand vous avez une main river, de prendre tout son tapis. Donc là l'adversaire me raise. Contre certains joueurs avec des rates particuliers, je pense que c'est peut-être possible de passer si le joueur est très tight et très nitty. Là, Vluff, je l'ai déjà joué en heads up en 10-20. Bon, ça date d'il y a assez longtemps maintenant, mais enfin, il sait que je suis assez aggro et tricky. Il n'y a pas un cas où je vais folder cette main-là. Donc je run dans un set. Main assez standard. Euh, sur la table 2, j'ai open as 10 off, je sais bet. Toujours pareil, board dry, pas de raison de ne pas c'est bête, ma range est à d'open UTG très strong. Même s'il me call, je vais pouvoir multi-barrel très souvent et ça va être très dur pour lui de faire quelque chose. Sur table 2, j'ai roi 9 suité. Ça me permet de vous parler d'un concept assez important. Donc roi 9 suité, je pense que c'est, je sais pas, c'est pour vous c'est standard de call un min raise avec ce genre de main. Mettons que le joueur du cutoff est un bon joueur, on peut folder cette main là sur un min raise. Mais surtout ce que je veux revenir, c'est que l'importance de jouer avec les mauvais joueurs et de changer ses ranges par rapport à ça. Mettons, j'avais ici 6 et 7 off, j'aurais call. Euh, Tout simplement parce que mon avantage en termes de
de niveau par rapport à lui est tellement important que ça va permettre de jouer des mains vraiment marginales et j'ai vraiment envie de rentrer dans un maximum de pots avec lui. Donc il y a des limites à ça bien sûr, mais faut pas rester avec des ranges fixes qu'on peut avoir sur les ranges de défense avec un open de telle position. C'est vraiment joueur dépendant et surtout quand on a des mauvais joueurs, on peut vraiment jouer très 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 loose. C'est ce qu'on veut à la table. Par exemple ici je donne un exemple, j'ai call avec une main marginale mais je vais tellement gagner le pot souvent en faisant des moves, hein, mettons ici là j'ai ma main à 0 equity sur ce board là, mais disons que j'ai par exemple j'aurais eu roi 9 de cœur, enfin pas roi 9 de cœur, ça serait pas très dur à jouer, un roi de pique et un 9 de cœur, j'aurais donc bet ce flop à peu près à 12 et généralement la plupart de ce genre de joueurs assez mauvais va jouer très fit or fold et si il touche pas le board il va fold tout de suite, s'il a une main même disons as dame il va juste call et me laisser toucher mon equity avec mon 9 de cœur. Je vais L'avantage qu'on a en termes de niveau va nous permettre de jouer avec des ranges très très larges. C'est vraiment à retenir en Six Mass qu'on joue pour jouer les mauvais joueurs. On va tellement exploiter ces joueurs-là sur tellement de choses. Donc sur la table 2, une fois de plus, les joueurs limp. Donc avec Roi-Valet, je suis a priori sauf de particulier devant la range de l'ensemble des adversaires. Il y a quelque chose d'intéressant que vient de faire Yams. Il a limp derrière au bouton. Euh, Ça permet de revenir à quelque chose que je vois beaucoup de joueurs faire, c'est de ne pas balancer leur range ici, qui est je pense une erreur. Euh, S'il a une bonne main, Yams, il va tout le temps raise. Et s'il a une main marginale, mettons qu'il est 6-7 off, il va toujours limp derrière. Du coup, sa range est extrêmement face-up. Et mettons là, je vais relancer avec Roi-Valet, il va devoir folder. Je pense à sa place, ça serait intéressant, j'en discutais hier avec Rukao, dans ce spot d'avoir des mains. Ça c'est quelque chose que je vois très peu de joueurs faire, mais qui est je pense assez redoutable. Des fois de limper en sachant qu'on a des bons joueurs dans les blindes qui vont souvent réisoler avec une range très large. De limper des très bonnes mains, des fois mettons une paire de dames. Car le joueur, même moi, je pourrais même relancer valet 10 suité. Je sais que je suis devant la range de tous les adversaires ici. Quand je vois Yams qui limp derrière et qui aurait isolé lui-même avec beaucoup de mains. Donc d'avoir dans la range de Yams des fois de limp re-raise. Car le pot serait énorme. Mettons ici, il limp une paire de dames. Je vais relancer à 24. Si c'est payé, disons par Fedeb, J-Vegas, ça fait quasiment 72 au milieu. S'il revient dessus avec les dames, déjà je peux ne pas le croire qu'il fait ça avec une petite paire ou je sais pas quoi. Et ça fait en termes de dead money, c'est assez fou ce qu'on peut obtenir. Donc ça c'est un truc que je vois chez beaucoup de joueurs de pas être du tout balancé ici avec la range de limp et d'isolation des mauvais joueurs. Bon après ça importe peu de balancer au final parce que c'est pas comme si beaucoup de joueurs exploitaient ça mais vous je pense que vous pouvez exploiter ça chez vos adversaires. Donc ici je vais probablement isoler le mauvais joueur, J-Vegas. Sur la table 3 j'ai hésité à 4 bêtes, call 4 bêtes avec ma main. De ce que j'avais vu, j'avais fait une autre session rapidement en 2-4. Avant, j'ai l'impression que ça a beaucoup de. En STX, ce move ne marche plus vraiment, tellement il est utilisé, mais le call 4 bet me semblait assez efficace à sa limite là. Mais là, Karpovski a seulement 3% de 3 bets, certes sur un faible échantillon, mais ça m'a un peu découragé de le faire. Donc pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est le call 4 bet, ça repose, par exemple ici avec Roi 10 off, j'aurais eu 4 bêtes à 80 à peu près. Ce qui permet déjà de faire foller parce que très très souvent les deux joueurs là ont absolument rien et même c'est là où je pense que ça fait la différence sur des parties high stake les gens à la place de Karpovski va jamais laisser passer une paire de 10. On peut s'attendre ici à ce que certains joueurs fold des paires des mains comme As-Dame donc du coup ça c'est un move vraiment très profitable qui au-delà même de la profitabilité du coup en lui-même c'est le gain d'image qu'on a. C'est en ça que le poker, c'est très important de toujours faire des bluffs, d'avoir une image agressive, car tous ces bets, ces bluffs que vous faites, déjà ils ont une EV en eux-mêmes qui est en général positive si vous faites des bons bluffs, mais au-delà même si vous faites des bluffs qui ont une EV break-even, on gagne une EV en termes d'image sur les prochains coups.
Là, j'open set 6 off. Bon, la raison, c'est que, ce que je disais à peu près tout à l'heure, quoi. J'ai un Coréen et ma gauche qui joue 300 tables, donc il va pas vraiment m'ennuyer à mon avis. Et j'ai deux très mauvais joueurs dans les blindes. Donc je pense, à partir de là, je peux open n'importe quoi, quasiment. Donc c'est bête le flop. Standard avec une open ending, je touche la turn. Donc là, c'est le genre de board où je m'attends à me faire payer beaucoup par un mauvais joueur. La raison, c'est quelle est sa range de call au flop. Bon, s'il a une gut shot, genre dame 10, c'est sûr qu'il va folder quasiment quel que soit le sizing. Maintenant, les mains qui peuvent me payer, il peut me payer avec top pair. S'il a deuxième ou troisième paire, il va moins souvent me payer, mais ce qu'il faut voir en fait, c'est que deuxième et troisième paire, à part s'il a vraiment défendu any tout, ce qui est possible d'ailleurs, c'est souvent très connecté sur ce board. Par exemple, s'il va avoir 8 et 7, 9 et 7, il va avoir une paire plus une cut shot, et jamais de la vie il va vouloir passer cette main-là. Parce qu'il a une paire et un tirage. C'est pas comme s'il pouvait folder ça. Donc du coup, je vais essayer d'exploiter ça en pensant qu'il va jamais folder une top paire ou une deuxième paire, en potant la turn. Ça pourrait même être un spot d'overbet. Si je lui avais déjà montré de l'agression dans d'autres spots, et qu'il est vraiment station, je pourrais overbet ici à 80. Et je pense me faire payer assez souvent. Donc c'est clairement des lines complètement exploitables, mais bon, c'est pas gênant d'être exploitable tant qu'on ne vous exploite pas. Sur la table 4, je me fais check raise par un joueur. C'est un board pairé avec une flush draw, je m'attends à ce qu'il attaque assez souvent ce board là. De plus, le sizing est vraiment petit. Ce qui, à mon avis, polarise pas mal sa range en fait. Quand je vois un joueur qui me check raise avec ce genre de sizing, ça polarise vers R ou vraiment un monstre qui a pas peur de draw, peut-être un full. Donc je call, pas vraiment pour toucher ma quinte, mais plutôt pour bluffer plus tard s'il abandonne le coup. Je pense pas aussi que les joueurs vont 3 barrels systématiquement, donc on peut float assez facilement. Donc sur la table 2, la river tombe. Là avec cette river là, une dame, je pense vraiment pas qu'il va payer une river avec une deuxième ou troisième paire, un gros bet. Donc du coup j'ai le choix entre miser petit et essayer de me faire payer par toute sa range, ou faire un très gros bet à peu près pot, sachant qu'il va probablement jamais folder top pair. Donc l'intérêt du bet pot, c'est qu'on se ferait payer par toutes les deux paires, des fois qu'il peut avoir deux paires qu'il a slow payé, qu'il a joué passivement. Je pense le bet le plus profitable ici est de miser quasiment pot pour se faire payer par top pair ou deux paires. Sur la table 4, donc l'adversaire a abandonné. Ici je décide de checker. Je représente pas grand chose si je mise maintenant en fait. Car si j'ai call le check raise, ok dame roi est rentré, il devrait miser, mais mettons que j'ai un 10 ou peut-être une paire de dames, une paire de rois, il n'y a pas tellement de mains dans ma range qui font du sens de miser sur l'as. Il peut essayer de trapper, et s'il a décidé d'abandonner le coup, il va pas miser non plus river, donc je pourrais toujours bluffer river. Sur la table 1, je fais ce dont j'ai parlé juste avant précédemment, à savoir call 4 bet. D'autant que j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, j'ai un as dans la main. Avoir un bloqueur, ça va pas changer énormément votre equity, mais ça rend quand même, si on pose les maths, ça rend le move plus profitable. Sur la table 4, donc je touche ma quinte. Et il check encore. Ici, je pense que j'ai pas vraiment d'intérêt à value, car comme je l'ai dit avant, sa range est très polarisée. Maintenant, il peut avoir catch un roi ou un as, vu que c'est une défense UTG. Mais je pense pas qu'il va me payer. C'est dur pour moi de bluffer ici. Donc j'ai pas vraiment. Je vais pas value bet. Et je peux me faire check raise des fois qu'il est joué tricky un full. Sur la table 1, Vluff me revient dessus. Pas vraiment de chance. Sur la table 4, l'adversaire check. Je m'attends à ce qu'il abandonne très souvent ce genre de board. Ce genre de board sur laquelle moi aussi j'abandonnerais. Des boards très connectés qui touchent énormément les ranges, sur laquelle un c-bet est rarement profitable. Euh,
Donc du coup, je vais miser tout de suite. Juste pour protéger mon equity si la dame roi ou qu'il y a une main dans le genre. Les joueurs ne checkeraient quasiment jamais ce genre de spot. C'est une erreur d'ailleurs. Souvent ils passent en mode check fold ou check call. Ce qui permet de protéger mes mains assez facilement comme je le fais là. Donc là les stats commencent à apparaître un peu sur l'ensemble des tables, l'échantillon devient un peu plus grand pour certains joueurs. On voit que l'ensemble des joueurs ont l'air assez tight. Bon, alors, on regarde les stats de Karpovski, le lézard, elle est 17-17. Yams joue 22-19. Enyong joue un peu plus loose, 25-22. Tout ça, toutes ces stats-là montrent que, ça, à mon avis, jouer loose dans ces parties est extrêmement profitable. Jouer loose et isoler énormément les mauvais joueurs. Parce que, vu leur stats de 3 bêtes, je pense pas que les joueurs ont l'air d'abuser de 3 bêtes. Ils jouent tous beaucoup de tables. Et vu leurs stats, ils vont vous laisser des spots d'open régulièrement. Si on regarde les stats de Kem Dili sur la table 1, c'est vraiment ridicule. Il joue 14-13 sur 80 mains. Je sais pas ce qu'il vient foutre là. Il s'est mis sur une table avec Ante en scavant deep en jouant 14-13. C'est pas la meilleure idée. Euh, Next World Champion est 9-0 sur 23 mains. Ouais, je pense vraiment que jouer loose sur ces parties. Quand je dis loose, je vais jouer quelque chose comme 32-28, non 32-27. Mais même en dessous, mais dans les 28-23 ou quelque chose comme ça, devrait être assez profitable. Là, je viens de mettre en avant une main. Je crois que l'action a été intéressante. Je vais revenir dessus. Euh, Si je reviens un peu en arrière. Donc c'est sur la table 4. Je repasse. Je reviens en arrière. Donc l'action, c'est Anyong non, qui a défendu. Get Better Fish avait open White Jack. Anyong Boong a défendu. Get Better Fish, c'est bête. Anyong check call avec la paire de valets. Assez standard. Il aurait pu 3 bet pré-flop, mais j'imagine que peut-être la dynamique, c'est tout à fait raisonnable de call. Turn check check, il fait un très petit bet à la river. J'aime beaucoup son sizing, beaucoup non, mais son sizing est correct sur la river, avec sa paire de valets. La raison, c'est que, vu l'action qui s'est déroulée, c'est très dur pour lui en fait de représenter R. J'aurais misé plus que 24 dans M de 90. Qu'est-ce que l'adversaire peut aussi, on peut quand même représenter quelques bluffs et on aura le même pourcentage de call, je pense, si on mise 24 que 37, 38. Euh, mais donc oui, l'idée qu'il faut voir ici, c'est que avec la turn, un 10, en check callant le flop sur 6, 7, 10 et avec le 10 qui rentre, c'est dur pour nous de représenter des bluffs. Tout simplement parce que les seules mains qui n'ont pas une paire quand on check call le flop, c'est-à-dire les draws, ont touché à part 5 et 4. Si on a SI ou si on a check call avec une paire, a priori on va checker au showdown. Donc on va pas vraiment avoir de bluff dans notre range. Du coup, si on veut value bet, il faut miser assez petit pour avoir que l'adversaire a des bonnes pot odds pour payer. Ou alors il faut checker et laisser l'adversaire value bet de lui-même des mains moins bien. Donc j'aime plutôt ce qu'a fait ce joueur coréen. Même si j'aurais misé plus fort à la river. Et donc Get Better Fish aéro call avec paire de 5. Euh, pour le coup, je trouve pas ça fantastique des recalls avec paire de 5, mais bon, il avait des très bonnes pototes. Tout simplement parce que, comme je disais avant, la seule main, le seul draw qu'on bat un peu, c'est 5 et 4. Et avec une paire de 5, ça fait quand même pas mal de bloqueurs sur cette main-là. Donc faut vraiment penser que Han Young-byun ait fait un floating total. Ce qui est possible, mais comme je l'ai dit avant, s'il avait fait remarquer comme moi que Han Young-byun est en train de jouer 40 tables, c'est assez moins probable que cet adversaire fasse des moves très créatifs. Sur la table 1, pardon. Sur la table 1, donc je sais bet avec une très bonne equity.
contre un mauvais joueur assez passif. Il me min raise. Donc ma main a énormément d'equity, même si il a une main du type une grosse paire ou disons qu'il est As-Roi, j'ai une très bonne equity avec une gutshot et une flush draw. Je suis quasiment à 45 quelque chose, 45-55. Donc du coup, comme aussi beaucoup de joueurs, ce genre de joueur a, je pense, le profil de faire des min raise pour info. Mettons qu'il est As-10, il peut check min raise et folder sur un gros re-raise. Il y a ce genre de joueur. Donc avec la possibilité de le faire folder, je vais 3 bet le flop. Si j'avais le read que le joueur ne fold jamais, évidemment je collerais juste en essayant de toucher mon draw. Je pense que j'aurais dû faire un peu plus fort contre ce joueur-là. J'aurais dû faire 160. Sur la table 2, on a un spot intéressant. Le coréen a ouvert UTG. Je décide de 3 bet de la grosse blinde. Ça me permet de vous expliquer quelque chose à propos de l'idée que, en général, la plupart des gens, quand ils pensent en termes de s'ils doivent faire un bluff, un 3 bet, ils essaient de réfléchir à savoir si la range adverse est faible ou si elle est forte. Mais c'est pas la bonne approche. Et dans cet exemple-là, on peut le voir. Par exemple, là, je 3 bet une range qui a priori est solide. Ce qu'il faut voir, c'est pas vraiment si la range adverse est forte ou faible, c'est la perception que cette range a de nous. Euh, Quand je 3 bet, il sait que je sais que sa range est forte, donc du coup, il va s'adapter et folder, même si sa range est solide, une grosse partie de sa range qui est forte. Il peut folder une paire de 8, il peut folder As-Valet ici. Alors que si par exemple on est en bataille de blinde, mon 3 bet aura beaucoup moins de succès, même si la range adverse est beaucoup plus loose. Et ce concept-là est aussi valable pour les bluffs, post-flop, pas que pour les 3 bêtes. Toujours se demander comment est-ce que c'est perçu. Attendez. Excusez-moi pour ça. Se demander comment est perçu ce move-là par rapport à la range adverse. Par exemple, on peut avoir cet exemple-là sur la table numéro 3, sur un board valet, valet 6. Mettons que l'adversaire a ses bêtes, next world champion check raise. Sa range à Next World Champion serait très forte. Si je 3 bet le flop, bon là j'ai valet 9, c'est différent, mais mettons que j'ai R total. Si je 3 bet le flop, la range de Next World Champion, qui est pourtant a priori extrêmement forte, il peut folder cette range parce que je montre aussi énormément de force. Donc ça a peu d'importance, ça va être de savoir si la range adverse est forte ou faible. Ce qu'il faut voir, c'est comment l'adversaire va réagir par rapport à ce qu'on va faire. Et quelle partie de sa range il va folder. Ça a peu d'importance qu'il ait une range très forte, il faut voir quelle partie de cette range qu'il a. S'il fold 50% d'une range très forte, c'est mieux que s'il fold 30% d'une range faible. Euh, donc voilà la raison pour laquelle je 3 bet Dame 9 sur un Open UTG. Je pense que au jour d'aujourd'hui, dans les parties actuelles, on a limite plus d'efficacité à 3 bet les ranges d'Open en early position que les 3 bet sur des ranges en late position, étant donné que les gens playback tout le temps quand ils sont 3 bet en late. Donc sur la table 3, j'ai tiens donc il y a ces bêtes et Next World Champion qui call. Je pourrais overcall ici. Mais pour protection, étant donné qu'il y a un flush draw et aussi parce qu'il y a un mauvais joueur dans le coup, je décide de check raise pour value. Sur la table 1, le joueur passif m'a call. Euh, je décide de pas shove à la turn. Je pense que j'ai quasiment pas de fold equity. S'il a un as, je pense pas qu'il va passer sur le 3 vu ce qu'il lui reste à payer, donc je décide de prendre une carte gratuite. Ok, sur la river nous fait une straight sur le board. Je décide de payer, il mis 128 dans 334, s'il a 6 et 7, ok, c'est raisonnable de payer. D'ailleurs à sa place il devrait shove tout le temps s'il a 15 supérieur. Il se trouve qu'il avait As-6. Sur la table 3, Next World Champion qui a l'air d'être un énorme nit me reshove par-dessus. C'est un easy fold je pense. Quelle est sa range pour faire ça? Un valet meilleur qui se play ou full. Il défend pas valet 8, donc ça, j'ai juste pas une main que je bats dans sa range. Donc vraiment un easy fold.
Ok, je reprends, j'avais fait une petite pause. Euh, Donc oui, pour revenir au coup avec le valet 9, ça peut sembler bizarre de check raise pour value et de fold sur un shove, mais je pense le move restait profitable de check raise. Après, je m'attends à me faire en fait payer très souvent, mais lorsque l'adversaire shove au lieu de call, on est juste jamais bon. J'ai voulu le 3 bet light avec 10 et 8. Bon, quand le joueur joue 15-4 et après avoir perdu le pot d'avant, je peux donner l'image d'un joueur frustré. Donc je pense que c'est mieux de passer. Sur la table 4, je décide de 3 bet pour value as valet suité. Je sais pas comment joue ce joueur. Si c'est le genre de joueur qui va jamais call ici avec roi dame ou roi valet et fold ou 4 bet, c'est pas terrible de 3 bet as valet suité. Ça reste raisonnable, mais c'est pas, je préfère juste call. Un bon flop pour ma main. Je flop top pair. C'est bête, standard. Sur la table 2, j'ai call en position à croix dissuité. Je mise totalement le flop. S'il n'y avait pas le mauvais joueur dans le coup, si je fermais l'action, on pourrait pourquoi pas faire des moves sur certains boards, mais avec un mauvais joueur derrière moi, il n'y a juste rien à faire. Sur la table 4, la dame est vraiment mauvaise pour moi. Ça touche énormément la range adverse. Je check et j'espère aller au showdown pour pas cher. La river est juste terrible. Maintenant, on compte les mains que je bats. Alors, donc là, il mise. Donc évidemment c'est un fold. Ce qui est intéressant pour lui, c'est, mettons qu'il ait joué paire de 4, qu'il a décidé de check call le flop, ça serait très important pour lui de tourner sa main en bluff ici. Euh, Tout simplement parce que comme j'ai dit, la dame et le 8 touchent énormément sa range. Euh, et peut me faire passer des mains comme là je vais folder As Valet. Donc il aurait intérêt ici, s'il a fait un call light au flop, de tourner pas mal de mains en bluff. Maintenant je m'attends pas à ce qu'il fasse ça, je m'attends pas à ce qu'il call trop light le flop, donc je fold As Valet. Je open un petit peu loose sur la table 1 en venant 6 et 4 suités. Je pense que le move en soi est pas extrêmement profitable, mais pour l'ensemble de ma range, c'est important d'avoir ce genre de main pour que quand les adversaires ne vous playback pas systématiquement quand un low board tombe. Euh, mais bon, ça reste un mec hanté, donc tout open est toujours assez bien récompensé. J'aurais dû 3 bêtes sur la table 4. La raison c'est que j'ai déjà 3 bêtes. Quoi qu'en fait, si j'avais gagné le pot, j'aurais préféré 3 bêtes en ayant perdu le pot. Toujours pareil, enfin, ça reste assez marginal vu que tous ces joueurs multitable énormément, mais c'est bien de garder une dynamique quand vous êtes en dynamique d'agression. Quand vous venez de gagner plusieurs pots, généralement les adversaires ont un peu la tête dans le sac et osent pas vous faire un move derrière. Euh, D'avoir des séries d'agressions, quand vous par exemple commencez à 3 bet light, c'est souvent extrêmement profitable de 3 bet ou 4 bet 4 fois de suite avec rien. L'adversaire va se dire au bout de la troisième fois que forcément à ce moment-là vous devez l'avoir et un peu la tête dans le sac et osera pas vraiment playback. Mais étant donné que j'ai perdu le pot d'avant, mais j'aurais quand même du 3 bet. J'ai été assez sage sur toutes les tables depuis le début. Sur table 1, on voit que Vluff isole le fiche. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Vluff a probablement des ranges de limp et des ranges de raise par rapport aux fiches. J'aurais pu le 3 bet light étant donné qu'il isole le fiche, mais il avait open à 5 fois, il avait open à 20, enfin isolé à 20, donc s'il avait open à 16 pour ISO, ce qui est le standard, quand il open à 20, j'imagine que sa range est beaucoup plus forte. Donc ça va pas être extrêmement profitable de le 3 bet. Donc je continue un petit peu la vidéo encore, je devrais arrêter bientôt. Je suis pas sûr qu'il s'est passé des mains particulièrement intéressantes d'ici la fin de la vidéo.
Si avec paire de 6, je vais défendre contre Karpovski. Juste, c'est intéressant de noter ce que je disais tout à l'heure à propos des stats des joueurs. Je suis vraiment étonné. Les joueurs se tightifient tous sur toutes les tables. On a un 19-13, un 19-15. Ça, c'est fou. En même temps, ça fait du sens. Tous ces joueurs-là, je dois jouer une vingtaine de tables, donc c'est difficile pour eux de jouer très loose. Mais sûrement, ils ont sûrement un meilleur gain horaire à faire ça. Mais si vous êtes un joueur qui est du type à jouer 4 tables, vous pouvez exploiter ces joueurs-là. J'ai décidé de 3 bêtes bluff en position avec Dame 6. Contrairement à tout à l'heure, on est qu'à 100 blindes de profondeur, mais il a les hantés, donc je 3 bêtes pas à 44, à 40. Je m'attends à ce qu'il open assez loose dans ce spot, le spot où il a open, étant donné qu'il a un fiche dans les blindes. Étant donné que c'est un bon joueur et qu'il est au courant de ça. Avec les hantés, c'est très profitable d'open, j'en ai pas parlé, mais le style est. En général, quand on open, par exemple, j'open à 12 pour voler, pour gagner plus de 12. Ça a besoin de marcher juste une fois sur deux, donc à partir de là, c'est très profitable d'open au bouton cut-off. On peut quasiment open anytoo, même sans avoir des mauvais joueurs dans les blindes. Juste, à part si on a des très bons joueurs, on va pas open, mais ça restera profitable. Bon, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est la première vidéo que je fais en small stack si vous en voulez d'autres. Voilà, c'était Alexandrino pour l'Impers. Bye.